Bonsoir et bienvenue dans les chroniques des BFN. Ce soir, trois sujets retiennent notre attention. D'abord, la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, vient d'être suspendue de toute compétition internationale par la FIFA, une décision qui plonge les amoureux du football congolais dans la consternation et soulève de nombreuses interrogations sur la gestion du sport. Ensuite, le Parti congolais du travail a organisé un grand meeting le 5 février dernier en hommage au grand timonier, un événement marquant mais aussi qui suscite des interrogations sur son opportunité dans un contexte socio-économique difficile. Enfin, Mathias Nzon, opposant et président de l'Alliance pour la République et la démocratie, ARD, réclame un dialogue national inclusif. Pourquoi maintenant? Quel en serait l'intérêt et a-t-il la légitimité pour en faire la demande? Autant de questions que nous allons explorer ce soir avec notre invité Brony Fortuna. Mais avant d'échanger avec toi, Brony, sur ces trois sujets de notre chronique de ce soir, nous venons d'apprendre par une note le préfet de Brazzaville, Pierre Sébert Iboko Onanga, n'accorderait pas l'espace au comité préparatoire de la plateforme Le Patriarche des Scènes pour tous pour le grand rassemblement populaire prévu pour le 9 février 2025 au boulevard Alfred Raoul. L'honneur, est-ce que cette note signifie que le rendez-vous est reporté ou annulé? Merci Gabriel. Bonsoir à tous, ou bonjour, par rapport à où vous vous trouvez. On n'a pas tous la même fuseau horaire. Merci à vous, Gabriel, pour cette question. C'est l'actualité. Pendant qu'on se préparait à monter sur ce plateau, nous avons reçu, comme la plupart des internautes, la note de la préfecture de Brazzaville qui donc donne un non-lieu, on va dire, à la demande de la coordination, de la dynamique patriarche, sinon la coordination des partis du centre, puisque sur la note, on constate que la demande a été faite par la coordination, voilà, des partis du centre. Donc la note est tombée. Nous avons vérifié à la source, finalement. Quand je parle de la source, donc les intéressés, ceux auxquels le préfet ou la préfecture de Brazzaville a envoyé la lettre ou la note, finalement, on nous confirme qu'il s'agit bel et bien de la préfecture de Brazzaville jusqu'ici, à moins que ce soit véritablement une fake news. Mais pendant qu'on tourne, jusqu'ici, il y a la confirmation qu'il s'agit bel et bien d'une note qui a été signée depuis le 3 et finalement, c'est aujourd'hui, le 8 janvier, que cette février. Le 8 février, pardon, merci, et que cette note est donc distillée, on va dire, sur la toile. Oui, ça veut dire quoi? Que le préfet de Brazzaville, administrativement, quand on lit la note, n'interdit pas, mais il s'appuie sur un argument. Nous l'avons suivi et Tcheleka a couvert cette activité où 3, 4, 5 parties du centre de cette coordination se sont retirés, ont décidé de faire leur retrait de cette dynamique, de ce meeting qui devait s'organiser donc demain le 9. Ils ont fait une déclaration, ils ont expliqué pourquoi est-ce qu'ils se sont désolidarisés de Dean Elvis Tchalisson. Et je ne veux pas donc évoquer ces raisons ici. Donc c'est un élément important que la préfecture de Brazzaville souligne pour justifier, on va dire, justifier sa décision. Parce que si vous êtes parti en groupe pour demander et que les autres se retirent et pensent que ce n'est plus important d'aller et finalement on fait la même demande, il y a déjà une contradiction dans la démarche. Et pour préserver la paix, quand il parle de la paix, il peut arriver que finalement ceux qui sont contre ce meeting, comme ils s'y opposent, peuvent manifester aussi. Voilà. Et en tant qu'administrateur, je pense que le préfet de Brazzaville s'est placé au-dessus de la mêlée, donc il a vu réellement les raisons administratives et sécuritaires pour que cette rencontre n'ait plus lieu, afin finalement de préserver la quiétude ou encore de préserver la paix, comme il a dit. Maintenant, au fond, donc cette rencontre, selon cette loi, selon cette note, ne peut plus avoir lieu le 9, à moins que les intéressés
sont tête à organiser leur meeting. Mais je pense que Dean Elvis Talisson, un ancien ministre, un ancien député élu local dans les plateaux, je ne le vois pas lui braver l'autorité au point d'aller organiser ce meeting. Donc on est déjà dans la posture où le meeting pourrait être reporté, sinon annulé simplement. Voilà, je vais dire pourquoi ça peut être annulé, reporté parce que en ce moment où ça peut se tenir aussi, puisque nous sommes encore à quelques heures avant le 9 février. Donc, il peut avoir des pourparlers. Peut-être que Dean Elvis Talisson avec son équipe réussiront à convaincre le préfet. Peut-être qu'ils trouveront une terrain d'entente avec ces partis du centre qui se sont retirés. Et finalement, peut-être que jusqu'à ce soir, nous aurons eu la nouvelle de la tenue réelle ou encore le préfet peut finalement accorder l'activité. Donc, rien n'est perdu parce qu'il y a encore des discussions. Ils ont voulu rencontrer, ils ont sollicité à rencontrer le préfet de Brazzaville, mais nous sommes un week-end. L'administration publique ne travaille pas le week-end. Peut-être qu'ils trouveront d'autres possibilités de le rencontrer afin de trouver une solution. Mais tout à l'heure, je parlais de reporter ou d'annuler. D'annuler simplement parce que on constate aussi que ça devient toute une guéguerre. C'est toute une guéguerre. Déjà, on est parti du fait que le PCT s'est arrogé le droit d'organiser son meeting le 5 février, alors que le patriarche, donc cette dynamique, avait prévu son meeting pour la même date. Et on constatait déjà sur les réseaux sociaux les passes d'armes entre ceux qui se réclament donc du parti qu'on lui travaille, donc du côté des timoniers, et voilà, et ceux qui se réclament du côté du patriarche. On constatait déjà qu'il y avait plus ou moins des passes d'armes entre eux, et surtout on aurait appris que la jeunesse de PCT se serait vraiment farouchement opposée à Dean Elvis Talisson quand il est passé au lendemain, donc à l'issue de son émission sur notre consoeur Ziana TV, parce que le coordonnateur de la plateforme, donc le Patriarche, se serait attaqué à la jeunesse du parti et même au parti, aurait remis en cause cet adjectif du timonier, et je pense que c'est ça à un moment donné, a attisé un peu la colère à la fois des jeunes du parti et du parti qui s'est senti réellement attaqué, puisque déjà au début, il y avait plus ou moins on va dire ces attaques en coulisses, mais là finalement, ils se sont officiellement attaqués par Elvis Talisson qui a indexé le parti. Il aurait taxé les jeunesses du PCT de ne pas être vraiment à la hauteur, de ne pas être compétente, voilà, à la hauteur des aînés qui sont passés par là. Il aurait même cité quelques noms, et on l'a entendu aussi sur Ziana TV refuter, on va dire, l'adjectif du timonier, parce que pour lui, le président de la République ne peut pas être résumé qu'au simple timonier. Et je crois ça ne peut pas réellement être bien apprécié par le parti qu'on travaille, et qui, par son orgueil, se considère comme toujours le parti le plus fort, le plus puissant, le parti le plus dominant, et qui s'octroie, on va dire, ce droit de légitimité d'un parti qui ne peut être seul à parler du président et à le porter. Finalement, je crois que ça peut pousser le PCT aussi politiquement à vouloir freiner cet élan de Dean Elvis Talisson. Mais attendons voir jusqu'où cette guéguerre va nous amener. Pourquoi Elvis avait demandé l'autorisation de ce rassemblement au nom de la coalition? N'a-t-il pas un parti politique? Il aurait fait au nom de l'UMP. Il faut savoir que le parti politique a toute une organisation, hein, voilà. Donc je crois aussi que il aurait fait au nom de l'UMP, mais je pense, dans son imagination, il voulait aller au-delà d'un simple parti politique. Voilà, pas l'UMP seul, puisque vous constatez que dans cette coordination du patriarche, il n'y a pas que les membres de l'UMP, il y a d'autres aussi qui sont même des indépendants, comme on le dit chez nous, qui n'ont pas une connotation politique. Vous avez vu Marc-Alain Moto qui est là, vous avez vu Éric Ngolo qui est arrivé. Il y a pas mal des figures qui sont dans cette dynamique du patriarche, qui ne se retrouvent pas, qui ne sont pas dans les partis politiques, ou qui n'ont pas, on va dire, une connotation politique. Donc je crois qu'il a voulu aller au-delà d'un simple parti politique, donc son parti, l'UMP, et il a voulu avoir l'adhésion de tous. Mais il faut
vous le comprenez à travers la déclaration des partis, de ces fameux partis du centre qui ont tenu leur conférence de presse le 7 février. Ils reconnaissent qu'au départ, ils étaient dans cette démarche, qu'ils avaient épousé la démarche d'organiser une grande rencontre ensemble. Mais malheureusement, faute de tout ce qu'ils déplorent, tout ce qu'ils reprochent à Elvis Alisson, ils se sont donc décidés. Mais tout cela, c'est des guerres politiques, hein. C'est des guerres politiques, c'est de bonnes guerres où finalement, nous l'avons dit ici, que on pense qu'Elvis n'a pas la légitimité, il n'est pas le bon marketeur qui peut réellement parler de Denis Sassou Nguesso. Et finalement, le combat, c'est qu'on fera tout pour que son initiative ne porte pas. Et un autre élément, et c'est qu'on constate que cela est entré dans une sorte de concurrence, c'est une sorte de comparaison qui est plus fort qui ne l'est pas, qui peut mieux mobiliser, qui ne peut pas mobiliser. On a vu Dean Elvis lui-même encore le 7, puisqu'il rassemble les chefs, les présidents des associations, comme il l'a dit, et nous les appelons les mobilisateurs, et pour leur dire finalement, nous n'allons pas au boulevard pour répondre à une entité quelconque, nous n'allons pas pour prouver de quoi que ce soit, nous allons pour honorer un seul homme. Mais quand même, on sait que finalement, il devrait avoir un peu cette comparaison. On devrait arriver à ça, mais qui ne mobilise pas. Le PCT a pu mobiliser près de 5000, sinon 6000 personnes, on a vu. Et puis finalement, lui promet de mobiliser 100 000 personnes. Donc finalement, s'il réussit à le faire, aux yeux des observateurs politiques et même aux yeux de certains cadres, comment un seul homme ou encore quelques partis politiques qui ne représentent pas, qui n'ont pas le poids politique du PCT peuvent mobiliser autant de personnes alors que le PCT qui est au pouvoir et qui peut avoir tous les moyens financiers, parce qu'il faut le savoir que les fameuses mobilisations ne se font pas sur les simples paroles, les bases de simples paroles. Non, on sait que c'est de l'argent, mais beaucoup d'argent qui est dépensé pour amener les gens d'un point à un autre. Et donc, si Elvis Alisson a réussi à tenir ce pari de 100 000 personnes alors que le PCT n'a pas atteint même la moitié, ce serait un affront pour le parti qu'on travaille. Et finalement, il faut donc éviter à tout prix qu'on arrive à cette guerre politique. Est-ce qu'on peut comprendre par là que les timoniers ont eu raison sous le patriarche? Est-ce qu'on va parler de timonier, de patriarche? Mais au fond, il faut savoir que les deux, en réalité, ne parlent que pour un seul homme. Voilà, le patriarche, c'est pour Elvis Alisson, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le timonier pour le parti qu'on lui travaille, le grand timonier pour le parti qu'on lui travaille, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Donc, au fond, il ne devrait pas avoir de telles contradictions. Mais comme il y a, comme on le constate, c'est en réalité, pourquoi on est arrivé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le parti quand on travaille pense que, à mon avis, c'est ce que je pense, que Elvis Alisson ne serait pas, on va dire, d'une odeur de sainteté, sinon il serait pas, on va dire, légitimement bon marketeur pour parler du président Denis Sassou Nguesso. Et après, on sait qu'il n'y a toujours pas eu de très bons rapports entre Dean Elvis Alisson, qui a toujours reproché à certains cadres du parti qu'on lui travaille la mégestion du pays et certaines dérives. Je vous le disais encore que il était en gros candidat contre. Il y avait, c'est vrai, le candidat de PCT à un autre candidat, alors, finalement, mais tout cela ne pouvait pas faire que lui soit en odeur de sainteté avec vis-à-vis du parti qu'on lui travaille. Donc, on va assister le PCT. Est-ce que c'est le timonier qui gagne? Est-ce qu'il n'a pas gagné? En réalité, on ne devrait pas le dire puisque tous, ils mènent le même combat pour un seul homme. Maintenant, jusqu'ici, en termes de rapport de force, on constate que jusqu'ici, finalement, le PCT a réussi jusqu'ici, on dit jusqu'ici, jusqu'à ce que nous réalisons cette chronique, jusqu'ici a réussi quand même à faire asseoir, même s'ils vont encore nous dire qu'ils ne se retrouvent pas dans la décision du préfet, parce que officiellement c'est le préfet de Brazzaville qui prend la décision. On n'a pas vu la signature du PCT, on n'a pas vu le PCT non plus se prononcer sur l'annulation de ce meeting, mais on sait que finalement il y a eu des guéguerres, il y a eu quand même des passes d'armes. Le PCT, en réalité, ne devrait pas, puisqu'on a aussi entendu à un moment donné, il faut attendre un moment, il faudrait laisser l'initiative de PCT mourir de sa propre mort. C'est comme si vous voulez répondre au PCT, c'est comme si vous voulez riposter à ce que le PCT a fait. Finalement, il fallait mettre de côté un peu cette initiative pour que ce ne soit pas une sorte de guerre, finalement, qui s'est lancée entre les deux camps.
Revenons sur le vif de notre chronique de ce soir, Brony. Le Congo est suspendu par la FIFA, un choc pour les amoureux du football. Comment as-tu réagi en tant que citoyen et passionné de ce sport? Bon, personnellement, hein, on en avait parlé, hein, et personnellement, je n'étais pas surpris, je m'y attendais. Je l'ai dit dans la chronique précédente sur cette guerre sportive au Congo, footballistique au Congo, que le Congo devait être sanctionné par la FIFA parce qu'il était clair qu'il y avait ingérence. Ça veut dire que le gouvernement s'est ingéré, on va dire, dans la gestion du football. Et suite aux enquêtes que nous avons menées et même quand nous avons constaté l'arrivée à Brazzaville des responsables de la FIFA et de la CAF, nous savions que le Congo devait donc subir cette exclusion de la FIFA. C'est ce que nous avons vécu. Donc personnellement, et après nous savons aussi que le football est toujours malade au Congo et que nous savions aussi que la crise qui oppose le fameux donc comité ad hoc mis en place par ceux qu'on considère être les partisans du ministère des Sports et la FECOFOOT, donc le comité exécutif aujourd'hui chapeauté par Guy Mayolas, nous savions aussi finalement que la finalité, si les deux camps ne trouvaient pas un terrain d'entente ou une solution consensuelle, finalement, on serait donc arrivé à ça et c'est arrivé. Le Congo est exclu, c'est malheureux, c'est une nouvelle désastreuse, c'est une décision mais très très désastreuse et finalement, surtout pour l'image du Congo et surtout pour les perspectives que le Congo dégage depuis quelque temps, je crois que c'est une nouvelle désastreuse et personnellement, je ne suis pas surpris de constater que le Congo soit exclu. Est-ce que cette sanction relève-t-elle un dysfonctionnement profond des instances dirigeantes du football congolais? Il faut le rappeler, nous savons que le football au Congo est comme le sport dans son ensemble est malade. Il faut vous rappeler que le basket, la fédération de basket a été elle aussi sanctionnée par l'institution internationale de basket. Et le Congo, depuis beaucoup de temps, ne participe plus aux compétitions internationales dans le contexte de basket. Et nous l'avons dit aussi que le sport dans son ensemble ne marche pas. Et le ministre l'a reconnu lui-même devant les parlementaires et pour lui, c'est un problème financier. Et donc, il y a déjà un dysfonctionnement. C'est ce qui avait amené les présidents des clubs à réclamer ce dialogue, à créer cette crise, en réalité, entre guillemets, pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'il y ait des discussions. Parce que laisser la fédération continuer à gérer le football dans le contexte actuel, un football qui est totalement malade, aurait conduit le Congo dans les échecs sempiternels. Voilà, on a connu des échecs dans le passé, même avant Hugo Ndélé, le Congo a connu des échecs, mais on en a vraiment connu pire. Et donc finalement, les présidents des clubs pensaient qu'il fallait revoir les choses de fond en comble, aller peut-être vers une sorte d'état, les états généraux de football pour voir de fond en comble qu'est-ce qu'il faut faire pour que le football marche bien. Parce que on reproche aussi, comme on le sait, à Guy Mayolas aussi la mégestion de la fédération, le manque de transparence dans la gestion, on va dire, de la fédération. Malheureusement, le comité qui a été mis en place s'est détourné, on va dire, s'est détourné, on va dire, de ses vrais objectifs. Quand je dis s'est détourné, puisque finalement, ce comité a subi l'influence, on va dire, du ministère des Sports. Et finalement, on a vu tous ceux qui ont porté le comité ad hoc, au début, nous l'avons dit, ont, d'une manière ou d'une autre, été évincés ou démissionnés. Donc, il y a eu crise, il y a eu véritablement crise qui a bloqué le fonctionnement du football parce que le comité exécutif, non, la fédération a été chassé de ses locaux, voilà, Manu Militari, hein, on a vu comment les hommes en uniforme sont venus les faire sortir du bureau, donc du siège de la fédération, et qui est jusqu'aujourd'hui occupé par le comité ad hoc. Malheureusement, ce comité ad hoc n'a jamais été jusqu'ici reconnu ni par la FIFA ni par la CAF, et la FIFA qui a mené les enquêtes, la CAF qui a mené les enquêtes, ont constaté finalement qu'il y a eu ingérence, donc l'implication du gouvernement dans la gestion du football, et finalement la solution c'est que on rétablisse
le président du comité exécutif qui est Mayolas, puisque son mandat terminerait en septembre 2026, et pour que à la fin qu'il y ait des élections peut-être beaucoup plus transparentes pour qu'on ait un nouveau président. Mais je crois finalement que peut-être que le gouvernement, sinon le ministre des Sports, était impatient de régler ce problème, et ne voulait peut-être plus, selon les informations, voir Mayolas à la tête de la fédération, et finalement ça a bloqué la machine, ça a bloqué le fonctionnement du football. Mais la FIFA, tout ce qu'elle peut faire, comme nous l'avons constaté, c'est exclure une fédération qui ne fonctionne plus, une fédération qui s'est auto-bloquée, on va dire donc un pays qui s'est auto-bloqué. Et finalement, c'est à cause de cette crise que nous sommes arrivés. Ça cause un peu, on va dire, de l'entêtement, puisque c'est clair qu'il y a eu ingérence des autorités congolaises de ne pas avoir voulu laisser la fédération aller jusqu'au bout de son mandat et pour revoir s'il fallait organiser les états généraux de football au Congo ou encore trouver un président de la fédération qui soit capable de mieux faire fonctionner la fédération. Est-ce qu'aujourd'hui le football congolais paie les frais des querelles ou bien des égos des hommes? Mais c'est clair, on ne peut plus le cacher. C'est simplement on va dire, les hommes qui ont voulu jusqu'ici braquer les institutions de la République et qui ont jusqu'ici, à mon avis, mis de côté l'État. Parce que si nous sommes arrivés au point où, d'un côté, puisqu'on voulait que Guy Mayolas démissionne pour que le vice-président de la fédération prenne les rênes, de l'autre côté, on a vu la pression, on va dire, du ministère qui ne voulait plus voir. Et finalement, quand on regarde de fond en comble, on se dit, mais on aurait pu trouver une solution consensuelle. On aurait pu trouver un compromis. C'est-à-dire qu'on aurait pu trouver, parce qu'il y a toujours des solutions à tout. Mais jusqu'ici, ce n'est pas en réalité parce qu'il y a un vrai problème de fonctionnement, puisque officiellement, le gouvernement ne nous dit pas ce qu'il reproche, on va dire, à Guy Mayolas sur qu'est-ce qu'on lui reproche réellement, quelles sont les preuves que le gouvernement apporte. Quand je parle de gouvernement, je fais allusion donc au ministère des Sports, donc à la tutelle en réalité. Qu'est-ce qu'on reproche réellement à Mayolas sur papier? On ne sait pas. Ce que Mayolas aussi reproche au ministre, on ne sait pas. Il pense que le ministre s'ingère dans la gestion de football. Et finalement, quand on regarde, on se dit c'est une guerre des égos, c'est une guerre d'hommes, des hommes, et finalement, et des hommes qui ont réussi jusqu'ici à prendre le pays en otage, parce que tout le pays aujourd'hui est bloqué sur le domaine du football, parce que simplement, il y a eu ces querelles, parce que il y a eu un comité ad hoc qui a été créé et qui n'a pas, à un moment donné, suivi ses missions qu'il s'est assignées à sa création. Et que doit faire l'État congolais pour tenter d'obtenir une levée rapide de cette suspension? Vous savez, le Premier ministre a travaillé, a eu des séances de travail, à la fois avec le ministre des Sports, Hugues Ngolondele, qu'il a réussi, à son cabinet, donc à la primature. Et puis, donc, le lendemain, le Premier ministre, Anatole Konimakosso, avait reçu aussi la fédération exclue, on va dire, sanctionnée, entre guillemets, à son cabinet. Il y a eu des discussions, mais malheureusement, lui qui espérait trouver un compromis pour éviter la sanction, malheureusement, il n'a pas pu aussitôt obtenir ce qu'il voulait avoir. Mais là, il s'est impliqué à nouveau. Nous l'avons appris qu'il aurait contacté donc l'instance dirigeante internationale de football, donc la FIFA et la CAF, pour rattraper, puisque on a avant donc l'assemblée générale de la FIFA, il est possible que la FIFA revoie sa décision et peut-être la faire surseoir d'une manière ou d'une autre. Et donc le Premier ministre porte aujourd'hui ce dossier au niveau de la FIFA et de la CAF. Il est peut-être possible qu'il réussisse à débloquer la situation. Et tout ce que le Congo peut faire, ce que demande la FIFA, c'est de rétablir Guy Mayolas, donc de rétablir le comité exécutif, voilà, de rétablir la présidence de la FECOFOOT. C'est ce que la FIFA demande. Dès que cela sera fait, on aura donc réintégré, comment on dit, la FIFA, les nations de la FIFA. Mais si et on ne le fait pas, ce serait difficile. Mais je pense que le Premier ministre, qui a des qualités d'un bon médiateur, on espère qu'il réussira à faire entendre raison au niveau de la CAF et de la FIFA pour que la sanction soit levée.
Si cette suspension plonge les supporters congolais dans le désarroi, en revanche, le 5 février dernier, le Parti congolais du travail a marqué un temps fort en organisant un grand meeting au Palais des Congrès en hommage au grand timonier. Bruni, tu étais présent à cet événement. Quelle était l'ambiance et quelle lecture fais-tu de cette mobilisation? Bon, vous savez que le PCT a déjà, c'était pour célébrer, commémorer cette journée du 5 février qui est d'une grande symbolique, j'ai envie de dire, d'une grande symbolique pour le Parti congolais du travail. Hein. On les entend parler de ça et pour eux, c'est une grande symbolique. C'est une journée qui ne devait pas passer inaperçue. Donc, il fallait un grand rassemblement. Ils ont appelé ça un meeting à l'honneur, sinon à l'hommage du grand timonier, donc du président Denis Sassou Nguesso, l'homme du 5 février. C'est la date, on va dire, de l'arrivée au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. Donc, il fallait une forte mobilisation. Le porte-parole du Parti congolais du travail, parfait, Romial Iloki, l'avait annoncé sur Télé Congo, qui devrait remplir le palais des congrès, aussi l'extérieur, on va dire, donc l'esplanade, et finalement, voilà. Donc, c'est ce qui a été fait. Je parlais des chiffres tout à l'heure. Nous n'avons pas des chiffres exacts. Jusqu'aujourd'hui, les chiffres n'ont pas été publiés par le Parti contre le travail. Mais quand on regarde la salle du Palais des Congrès, donc la plus grande salle qui a plus de 1500 personnes déjà, on a constaté que c'était archi-comble. Archi-comble. Et puis, vous avez la mezzanine également qui était remplie. Vous avez le hall qui était rempli. Et puis, l'extérieur, on a vu que là devant, tout était rempli. Puis, il y a quelques d'autres personnes qui étaient sur le boulevard. Donc, on peut estimer à peu près à 5000 ou 6000 personnes qui étaient mobilisées. Donc, à ce niveau, puisque le PCT n'avait pas donné un chiffre comme ceux du patriarche qui parle de 100 000, le PCT n'avait pas donné un chiffre, mais parlait d'une grande mobilisation. Et donc, si on se tient à cette mobilisation, donc le PCT a aussi à mobiliser les gens autour de cet événement. Et ça, c'est le point de la forme. Et puis, vous avez aussi, quand je parle de la forme, il y a aussi quelques éléments qu'il faut noter. La qualité technique. On a constaté que le PCT a quand même c'est organisé précipitamment pour cet événement. On a eu l'impression que le parti n'a pas eu suffisamment de temps pour mieux organiser ce rassemblement, puisqu'il y a eu des vrais soucis techniques, parce que quand Pierre Mabiala, qui jouait le rôle de modérateur à la place de Isidore Mvuba empêché, a annoncé une surprise, c'était donc l'interview du président de la République. Ils ont eu du mal à diffuser cet extrait de cette émission pendant quelques minutes, parce que à cause des problèmes techniques. Il y a aussi la page officielle Facebook du PCT qui, pendant toute la cérémonie, n'a pas pu régler le problème de son. Allez, on a vu des plaintes des internautes, et puis on a constaté qu'il y avait moins de gens connectés à cette page pour suivre cet événement. Donc, il y a ces éléments qu'il faut noter jusqu'ici. Donc, côté rassemblement, ok, le PCT a rassemblé. Mais la question qu'il faut se poser aussi, est-ce qu'en tant que Parti congolais du travail, avec autant de cadres, avec autant de moyens logistiques et financiers, est-ce que cette mobilisation était à la taille de l'événement? Est-ce que cette mobilisation était à la taille de la propagande faite par le Parti congolais du travail? On va dire non. Non. Pourquoi? Parce que on a vu quand même beaucoup d'activités du PCT, surtout lors des activités où le président est présent. On parle de la journée de l'arbre, la journée de la République, le 28 novembre, ou encore pendant les festivités d'indépendance. Il y a aussi pendant les campagnes électorales. Les mobilisations organisées par le PCT sont souvent à la taille de cet événement du 5 février, comme nous l'avons constaté. Donc, à un moment donné, on constate que le PCT a peiné quand même à toucher le maximum de gens qu'il fallait, parce que par rapport au gabarit de ce parti, on ne peut pas se satisfaire du nombre de gens qu'on a vus là-bas, puisqu'il y a quand même des barons au sein du Parti contre le travail. Il y a des hommes richement, qui sont très très riches au sein de ce parti, et on sait comment ça avec fonctionne. Tous les députés que le PCT a, surtout à Brazzaville, on devrait quand même
avoir plus que ça. Donc, il y a eu quand même, je crois, un dysfonctionnement du côté de la mobilisation. Il y a aussi maintenant le contenu de la mobilisation. Quand je parle de contenu, lesquels étaient à cet événement? Lesquels étaient mobilisés? Vous avez dans la salle les cadres du parti. Donc, vous avez la tête du parti, donc le secrétariat permanent du parti. Vous avez le comité central. Vous avez le bureau politique, tous ces cadres qui sont là, mais après qui se retrouvent un peu partout. Et vous avez l'EFC, vous avez la FMC, vous avez aussi d'autres associations qui étaient plus ou moins dans la salle et d'autres jeunes qui étaient là. À l'extérieur, on a vu aussi des femmes, des jeunes. En réalité, quand nous avons interviewé, qui en réalité ne savaient pas exactement qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Voilà. On a vu, moi personnellement, j'ai retrouvé 2 gamins de mon quartier qui m'ont dit finalement on est arrivé ici parce que l'un des grands du quartier nous a promis 2000 francs et j'ai discuté avec des jeunes, on va dire de ONG qui étaient là aussi, voilà, qui n'avaient rien à voir avec le parti Congo du Travail, qui m'ont dit finalement on nous a promis 5000 par personne, donc on attend à la fin de l'activité pour obtenir. Regardez maintenant que le dispositif. Il y avait des écrans à l'intérieur comme à l'extérieur. Et vous avez des groupes folkloriques à l'extérieur également. Donc, les écrans étaient pour permettre à celles et ceux qui sont à l'extérieur de suivre tout ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'était quoi? Une succession des discours, une succession des exposés sur le président de la République, son histoire, et voilà, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait du pays, voilà, des discours élogieux à son honneur. Mais quand on est à l'extérieur, on a l'impression, pas l'impression, ce qu'on a constaté, c'est que j'ai demandé aux jeunes, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous comprenez ce qui se fait à l'extérieur, puisque vous avez les écrans? Ils disent non, c'est vrai, il y a les écrans, mais il y a la musique derrière nous. Donc, on ne peut pas réellement suivre ce qui se dit, on ne comprend pas parce qu'il y a du bruit derrière nous, on ne sait pas exactement ce qu'il faut suivre. Donc, plusieurs étaient tournés vers les groupes folkloriques et devant les écrans, il y avait presque personne. Et on a constaté aussi des hommes et des femmes qui se sont plaints auprès de nous, qu'ils étaient là depuis 10h, 12h, 11h et 13h. Et jusqu'à 18h, ils n'avaient même pas pu boire une goutte d'eau, même une bouteille d'eau. Donc, il n'y en avait pas, ils étaient épuisés. Mais vous avez même vu le coup de gueule d'une dame qui s'est plainte du fait qu'on lui aurait demandé de se mobiliser, de mobiliser sa famille. Et elle a même mobilisé sa famille. Voilà. Et donc, il y a eu tous ces dérapages dans l'organisation et on suppose que le PCT ne s'était pas vraiment pas bien préparé pour cet événement. Et après le contenu, la question qu'on s'est posée quand on a suivi cet événement, quelle était réellement la cible du PCT en organisant cette activité? La cible, puisqu'on a entendu dire qu'il s'agissait de la jeunesse. Mais jeunesse? Dans la salle, le PCT était entre lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que, je disais tout à l'heure, le bureau, le secrétariat permanent, le bureau politique, le comité central, la FMC, l'EFC, donc cette organisation des femmes. Et finalement, que ces hommes et ces femmes se retrouvent dans une salle pour parler de ce qui est connu, ce qui est même raconté à un certain niveau, d'une manière ou d'une autre, dans les livres, les documentaires. Voilà, dans les documentaires. Comment est-ce que le PCT peut se retrouver pour nous rappeler cette histoire? Vous nous rappelez cette histoire. Et en face d'une jeunesse, en réalité, si on veut parler de cette jeunesse, qui était totalement perdue, une jeunesse qui ne comprenait peut-être pas aussi le niveau de langage utilisé dans certains discours. Les chiffres donnés par certains économistes qui sont passés pour parler de l'aspect économique, de l'angle économique du parcours d'initiation. Donc, à un moment donné, nous nous sommes demandé, est-ce qu'il fallait organiser cette activité de cette manière où les discours se sont succédés toute la journée et que dans l'optique de parler d'un seul ordre? Est-ce qu'un seul discours n'aurait pas suffi pour tout résumer? Et si on s'en tient donc à la cible, on se dit, le PCT n'a pas réellement atteint son objectif d'informer les jeunes sur cette journée du 5 février. Et encore, ce que je pense pour un bémol, quand ils annoncent la surprise, ce que devait être la surprise, nous avons pensé aussitôt, c'était une interview fraîche, une nouvelle interview du président de la République qu'il a accordé donc à l'occasion du 5 février 2025. Malheureusement, c'est un vieux document
qui date de l'anniversaire de 60 ans, donc l'anniversaire du Congo, puisque ce document a été réalisé par le directeur général de Télécongo, Télécongo. André Ndélé. Indirectement, nous avons aussi apporté notre touche, parce que quand on regarde le titre 60 ans, 60 minutes, on sait d'où ça vient. Et finalement, quand on a su, on a dit, ben, il y a pas de surprise, parce que cette émission est diffusée, rédiffusée sur Télécongo. Et donc, ceux qui l'ont suivi, finalement, ne peuvent pas penser qu'il s'agit d'une surprise. Donc, on se rend compte que c'est un événement qui était plus ou moins bricolé, organisé à la va-vite, et il y a eu trop de manquements, mais c'est le PCT. Est-ce qu'on peut dire que cet événement est un rassemblement de circonstances? Rassemblement de circonstances, non, parce que le PCT, d'une manière ou d'une autre, avait toujours organisé d'une manière ou d'une autre, hein, peut-être pas avec aussi grande ampleur, hein, mais la journée du 5 février, souvent, c'est soit on met le président en mouvement, hein, c'est-à-dire qu'on organise une activité, mais avec son humilité, souvent, je crois qu'il pense pas que c'est à lui de célébrer ça avec beaucoup de faste, voilà. Excusez-moi, donc souvent le fait peut-être à minima, ou chez lui, il prend un verre parce que c'est quand même un grand moment, c'est un souvenir, et il en parle même dans son ouvrage, quand il est arrivé au pouvoir. Il a passé beaucoup de temps, il n'avait jamais vu sa maman, sa défunte mère, et donc quand il repart au village, sa maman le prend sur ses pieds, et donc c'est des moments où il peut pas oublier, donc il peut jamais oublier ça, il va célébrer ça d'une manière ou d'une autre. Le PCT le célèbre aussi souvent à minima. Cette fois-ci, oui, peut-être, comme vous avez vu, c'est un moment, une circonstance, si on le lie à cette guéguerre avec le patriarche. Donc, si on le lie à cette guéguerre avec le patriarche, et si on regarde aussi le nombre de mois qu'il nous reste pour arriver aux élections, à cette élection présidentielle, parce que d'autres 5 février des années passées n'étaient pas directement liés aux élections, mais ça, on est quand même à 1 an des élections, et le PCT voulant un peu demeurer présent sur le terrain, voulant un peu mobiliser déjà pour ces élections qui arrivent, trouve une opportunité, une circonstance, oui, de rassembler les militants et les sympathisants pour parler du Denis Sassou Nguesso. C'est aussi un moyen pour eux de faire du marketing avant les élections. Oui, circonstance, quand on le lit au patriarche, circonstance, quand on regarde le nombre de mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, oui, le PCT a quand même saisi cette opportunité, cette occasion pour son meeting. Donc, Thialisson leur a offert un beau cadeau. Un beau cadeau sur un plateau, et voilà. Avec les défis auxquels le pays fait face, est-il opportun pour le PCT de prioriser un meeting alors que d'autres urgences nationales préoccupent les Congolais? Bon, célébration d'un anniversaire, d'une date aussi symbolique, en réalité, tous on célèbre les anniversaires d'une manière ou d'une autre. Mais avec la conjoncture actuelle, voilà. Bruni. Maintenant, quand on regarde la conjoncture actuelle, puisque vous savez, je le disais tout à l'heure, les femmes et les hommes qui étaient là pour la plupart sortent des quartiers périphériques de Brazzaville et vivent dans la misère totale, hein, mais vraiment dans la misère totale. Et j'ai vu moi-même, puisque j'étais dans la salle, j'ai sillonné, je suis resté jusqu'à 20h entre le boulevard Alfred Raoul et les environs. J'ai vu vers Park and Shop, je ne fais pas la publicité de cette boutique-là, et sur donc Lutassi, des enfants qui étaient encore là jusqu'à 20h pour attendre les frais donc de mobilisation, ces fameux 2000, ces fameux 5000, jusqu'à 20h. Et j'ai même moi-même vu quelques jeunes du PCT qui distribuaient les billets de banque à l'angle de cette rue. Je suis allé les saluer moi-même pour dire que finalement, je vous ai vu faire votre job. Et donc, on est quand même dans ce contexte où on comprend que des millions et des millions de francs CFA ont été dépensés pour la mobilisation de ces gens, alors que cette rencontre, telle qu'on l'a vue dans le fond, on n'avait pas besoin d'organiser, de mobiliser autant de gens qui ne comprendront rien à la fin pour des discours. Peut-être le PCT l'aurait fait à son siège, entre les cadres qui sont là, peut-être inviter quelques cadres des autres partis politiques, peut-être, mais
dépenser autant de millions dans le contexte actuel et mobiliser des gens qui sont pauvres et qui n'ont rien à mettre sur la dent, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau et qui doivent aussi, même s'il y avait des bus à l'aller, mais au retour, on a vu les gens marcher et finalement... Ces demi-francs n'a servi à rien. Donc, dans le contexte économique où on sait que la situation est difficile, où nous avons vu le gouvernement à peiner et continue jusqu'aujourd'hui à chercher de l'argent, on a suivi encore le ministre de l'économie le dire sur les médias que l'une de ses priorités, c'est trouver de l'argent. C'est trouver de l'argent. Et donc, on ne peut pas comprendre que le PCT se targue ou encore organise une activité d'une manière aussi ostentatoire alors que le pays est en crise, alors que nous n'avons pas suffisamment d'argent dans le pays. Donc, le parti devait briller quand même, devait donner l'exemple, on va dire, de la réduction du train de vie, devait briller en exemple dans la gestion même rationnelle de ces fonds, des fonds, des recettes. Voilà. Et tout cela, donc, c'est vrai cet argent peut sortir des cotisations des membres, ça peut arriver, on a mobilisé tous les cas du PCT, on a besoin certainement de tonnes de millions, ça peut venir, mais est-ce qu'on n'aurait pas fait autre chose avec cet argent? Pourquoi est-ce que le PCT, même si on sait que ça peut pas, les partis ne peut pas faire de l'entrepreneuriat, est-ce que cet argent n'aurait pas servi, par exemple, à autre chose? Peut-être à résoudre aussi des problèmes des jeunes du Parti contre le travail qui sont nombreux en chômage aujourd'hui et qui ont même des projets. Il y a beaucoup de jeunes du Parti contre le travail qui sont des cadres qui ne travaillent pas, qui ont des projets qui n'ont pas aujourd'hui de financement. Est-ce que le parti n'aurait pas vu ça autrement? Donc, quand on regarde même l'opportunité d'organiser une telle rencontre dans le contexte économique et même financier actuel, le contexte social actuel, je pense que le parti a quand même brillé par un mauvais exemple. Et puis quand on regarde les élections qui pointent à l'horizon, est-ce que le PCT était obligé de se mobiliser de cette manière? Je crois qu'il est quand même tombé dans le piège du patriarche voulant répondre à tout prix à Dean Elvis Chalisson, et aussi quand on a lu les discours, vouloir à tout prix flatter le président de la République alors que l'homme est en train de faire face, et lui-même l'a dit, aux problèmes actuels qui minent le pays. Il a dit au ministre, lors du dernier conseil des ministres, que je veux que ces problèmes soient résolus. Vouloir lui faire des éloges. Les éloges, encore, il n'y a pas de problème comme tel, mais les flatteries pour des flatteries, alors qu'il a des problèmes à résoudre qui ne sont pas résolus jusqu'aujourd'hui. Dire que tout va bien alors que nous savons que tout ne va pas bien, je pense que là encore, le PCT s'est brillé par une attitude politicienne. Et pour essayer de répondre à ces problèmes sociaux, Mathias Nzon appelle à un dialogue national inclusif. Quelle serait la pertinence d'un tel dialogue aujourd'hui pour nous? Bon, je crois qu'il fait l'analyse actuelle de la situation du pays, parce que ça ne dure pas que de 5 ans, de 4 ans, de 5 ans. Nous savons que depuis plusieurs années, nous avons des problèmes dans le pays qui ne sont pas résolus, des problèmes aujourd'hui qui touchent directement la population. On a aujourd'hui des populations qui croupissent sous donc le poids de la pauvreté depuis plusieurs années. Et nous avons aussi, pendant les élections, les contestations de certains partis politiques qui pensent que les élections ne sont pas organisées d'une manière transparente, d'une manière démocratique. Vous avez toutes ces questions aujourd'hui. Il y a on va dire les résultats du dialogue du CBT, puisqu'il était question que crescendo, que les choses soient mises en œuvre au fur et à mesure. Jusqu'aujourd'hui, on constate finalement que la biométrie, comme on le constate dans d'autres pays, n'est pas encore mise en œuvre au Congo. Il y a pas mal de situations, et vous avez aussi, quand on regarde la situation en RDC, quand on regarde la situation même dans le pôle qui reste toujours susceptible jusqu'aujourd'hui, voilà. Donc on pense qu'il faut, selon Mathias Nzon, il pense qu'il faut vraiment un vrai dialogue, puisque pour lui, il pense que toutes les solutions qui ont été, on va dire, mises sur table n'ont pas pu apporter les résultats attendus. Donc, il faut aller vers un dialogue. Mais est-ce qu'il vraiment, il faut organiser un dialogue à un an des élections? Moi, je pense que finalement, ce serait bloquer, on va dire, la machine démocratique. Ce serait bloquer cet élan, bloquer le pays, freiner le pays, même retarder le pays, puisque ce n'est pas le premier dialogue que nous avons eu ce pays. Quand le Congo est sorti de la guerre de 97, 98,
le président de la République avait organisé un dialogue qui a rassemblé tous les fils et toutes les filles du pays. On va le dire comme ça, ceux qui avaient répondu à l'invitation, mais ce qui est vrai, c'est qu'on avait invité pratiquement tout le monde. Et ce dialogue-là a permis quand même de ramener plusieurs personnes qui étaient à l'exil, a permis de mettre en place un gouvernement qui avait rassemblé tout le monde et finalement a restauré la paix jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu différents dialogues que le gouvernement organise à l'orée de chaque élection, dans le but réellement d'apaiser les esprits, parce qu'on sait qu'en Afrique, et même ailleurs d'ailleurs, les élections sont les moments les plus sensibles. On en a vu aux États-Unis, où Trump a plus d'une fois menacé, et même a failli être tué, assassiné. Donc, c'est des moments assez sensibles, mais les dialogues ont toujours été organisés dans ce pays. Mais la question qu'on se pose, on a même connu la conférence nationale qui a jeté les bases de la société que nous avons aujourd'hui. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui est quels sont les vrais résultats? Est-ce que les résultats obtenus de ces dialogues ont réellement changé le social des Congolais? Parce que le vrai problème, la question qu'on se pose aujourd'hui, on peut ne pas être un pays démocratique. Ce qui concerne, ce qui impacte et ce qui est important, c'est le social, c'est le développement social des populations. Vous pouvez être le pays le plus démocratique du monde, mais si votre population vit dans la misère, si votre population ne peut pas faire face aux vrais problèmes sociaux, il ne faut pas se targuer d'être un pays démocratique. Vous pouvez être une monarchie, mais si votre population croupit sous le poids de la pauvreté, que ne peut pas faire face aux problèmes sanitaires, aux problèmes d'eau, d'électricité, il ne faut pas se targuer d'être une monarchie. Donc, on est dans le contexte actuel. Les vraies préoccupations, nous les connaissons tous. Mais que viendra changer le dialogue? Le dialogue, souvent, c'est politique. Ça veut dire quoi? On prend les uns les autres, on est autour du même table, surtout que nous sommes à 1 an des élections. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a telle situation. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va forcément aboutir à un gouvernement d'union nationale. Donc, quand on lit un peu les hommes politiques des hommes politiques à la taille de Mathias, nous ont réclamé le dialogue alors qu'il a participé aux dernières élections présidentielles. Parce que s'il avait participé aux dernières élections présidentielles, c'était dans le but de faire partir celui qui est là à la tête du pays. Donc, pour lui, le problème, c'est Denis Sassou Nguesso qui a échoué puisqu'il le dit tout le temps. Donc, est-ce qu'il pense qu'en organisant ce dialogue-là, nous aurons résolu le problème qu'il a toujours reproché au président de la République? Je ne pense pas, puisque la finalité, c'est quoi? C'est que lui, il est un opposant très bien, mais il n'a aucune assise républicaine, j'ai envie de dire. Au Parlement, il n'a pas de député, pas de sénateur, il n'a pas d'élu comme tel. Et à la limite, son parti, donc le parti qu'il porte aujourd'hui, l'ARD, quand on regarde à travers le pays, il n'a pas aussi des assises comme telles. Donc ça veut dire que s'il y a dialogue, Mathias Nzon viendra certainement en tant que leader politique, mais il faut savoir que le parti qui est au pouvoir, le PCT, qui a autant, plus de près de 200, sinon plus, des élus au Parlement, à l'Assemblée, quand on regarde dans les collectivités locales, le PCT est majorité, donc c'est un poids lourd. Donc le PCT ne va pas accepter aller à un dialogue et le céder, on va dire, accorder, on va dire, une place de choix, on va dire, à Mathias Nzon, qu'il a toujours considéré comme un opposant de rue, entre guillemets. Donc finalement, ça veut dire que c'est toujours le PCT qui aura un mot à dire, c'est les partis qui pèsent, qui sont au Parlement, qui auront un mot à dire, et donc on ne peut pas faire ce dialogue sans le président de la République. Et donc la finalité, c'est que le PCT décidera de l'avenir du parti après ce dialogue-là. Donc il ne va pas accepter de faire le partage équitable avec des partis qui ne pèsent pas, ou encore des partis qui sont dans la rue, entre guillemets. Donc ça veut dire quoi? S'il réclame le dialogue, c'est certainement, il se croit, à mon avis, être au soir de sa vie politique, et peut-être qu'il pense que l'unique ici, à mon avis, pour que il reprenne ou refasse donc place dans la sphère politique, ou dans, on va dire, sur la table de la gala, partage du gâteau, c'est par le dialogue, parce qu'il sait que si on organise d'autres élections à 1 an, il ne pourra pas passer. Il n'aura peut-être pas aussi encore les élus comme on le constate aujourd'hui. Ce serait peut-être sa dernière élection d'une manière ou d'une autre politiquement. Donc, à un moment donné, pour moi, il n'y a aucune raison d'organiser à 1 an des élections, un dialogue, pour qu'on aboutisse à, on va dire, un gouvernement d'union nationale.
laisser la démocratie au Congo telle qu'elle fonctionne, aller jusqu'au bout. Il nous reste 1 an. Il n'y a rien aujourd'hui qui peut justifier l'arrêt momentané des institutions pour qu'on organise ce dialogue. Il n'y a rien aujourd'hui qui puisse empêcher le gouvernement qui est là de fonctionner et d'apporter des solutions aux problèmes. Il faut juste avoir de la volonté politique. Il n'y a rien, peut-être en RDC encore, on peut comprendre, puisqu'ils ont des vrais problèmes. En Ukraine, on peut comprendre, mais l'Ukraine a reporté ses élections, on l'a compris, à cause de la guerre. La RDC peut le faire également, mais la RDC ne l'a pas fait. Donc je ne vois pas comment un cadre politique, un leader politique de la carrure, de la stature de Mathias Nzon réclamer le dialogue à 1 an des élections, alors qu'il l'aurait fait au lendemain des élections en 2021, par exemple. Merci Bruni. Merci Gabriel. C'est par ces mots que nous mettons fin à notre chronique de ce soir. Merci à vous et portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour un autre numéro.